Ok, bon, ben, bonsoir à tous. Du coup, alors, on va démarrer le webinaire qui va aborder la thématique des éco-gestes. Pour plus de confort, je vous recommande de couper tous les micros pour éviter les bruits parasites. Je ne sais pas qui a un micro enclenché. Non, je crois que c'est bon. Donc, à la fin du webinaire, on pourra répondre à vos questions. Il y aura un temps d'échange pour répondre à toutes les questions qui seront revenues dans le chat. Et il y a aussi la possibilité de poser des questions dans le chat. Et si on peut vous répondre, on vous répondra directement. Du coup, hop. Je laisse la parole à Pierre-Louis. Bonsoir à tous, donc bienvenue pour ce webinaire. Ce soir avec nous, donc on a Solène da Silva et Anaïs Nunez de l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc de la métropole marseillaise, et moi-même, Pierre-Louis Moineau, de la Maison Énergie Habitat Climat, donc l'équivalent de l'ALEC sur le territoire du Pays d'Aix et du Pays de Salon de Provence. Donc, autant l'ALEC que la Maison Énergie Habitat Climat, ce sont des structures locales qui portent la mission de service public de rénovation énergétique. Donc, ce sont des organismes qui ont pour but de donner des conseils neutres et gratuits aux particuliers, aux syndics de copropriété, aux collectivités, aux professionnels également. Des conseils neutres et gratuits sur l'aspect technique, sur l'aspect financier également, dans le but de faciliter la rénovation énergétique pour le plus grand nombre. Outre ces missions, on a aussi une mission d'animation de réseaux professionnels et d'information au grand public, d'où notamment le webinaire de ce soir. Concrètement, notre travail principal d'accompagnement des particuliers vers la rénovation énergétique, il se fait plus ou moins en 4 phases que vous pouvez voir sur le graphique ci-contre. Donc, on a tendance en général à faire un diagnostic initial avec les particuliers, observer l'état de la maison, ce qui a été fait en termes d'isolation, observer l'existant en termes de chauffage, d'eau chaude sanitaire, etc. Et puis ensuite, on va pouvoir accompagner les particuliers donc dans la définition d'un projet, prioriser également les travaux, mettre en place plutôt les travaux à fort gain énergétique et à faible coût dans l'idéal. Et puis, on va exposer également toutes les solutions techniques envisageables. On a également pour mission de renseigner les particuliers dans les méandres des aides financières. Donc, on est là pour vous indiquer quelles aides financières peuvent s'appliquer à vos travaux de rénovation énergétique et dans quel cadre. On peut également vous proposer des listes de professionnels. Donc, on référence les professionnels RGE des environs qui souvent ont signé en plus notre charte de qualité, ce qui vous permet de pouvoir avoir directement des listes d'interlocuteurs quand vous voulez entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Et puis, notre accompagnement, il se poursuit également avec l'analyse des devis, par exemple. Souvent, les particuliers ne sont pas très au fait des mentions qui doivent figurer sur les devis pour l'obtention des aides financières. Donc, nous, on propose souvent également aux particuliers de nous envoyer les devis, qu'on y jette un œil et qu'on puisse leur faire des retours, que ce soit sur les prix pratiqués, mais aussi sur, comme je vous disais, donc, les mentions qui doivent figurer sur le devis pour l'obtention de ces aides financières. Donc, dans ce webinaire, on va commencer par vous présenter succinctement le scénario Négawatt. C'est un petit peu la base de la rénovation énergétique. Et puis ensuite, on va passer donc, sur la maîtrise des consommations. Donc, le thème central de ce webinaire, c'est les éco-gestes. Ça va être des petits gestes que vous pouvez faire au quotidien chez vous pour occasionner des économies de ressources. De ressources, ça va être de l'eau, ça va être également des économies de chauffage et des économies d'électricité. Et tout ça va avoir effectivement un impact également financier sur votre porte-monnaie en faisant de telles économies. Enfin, on vous présentera la mallette économe qui est disponible auprès de l'ALEC. Donc, c'est un ensemble d'outils qui vous permet de chez vous étudier un petit peu vos différentes consommations.
Et puis, donc, la dernière partie de ce webinaire, ça va être une phase d'échange où on va répondre à vos questions directement. Du coup, je prends la main sur le scénario des négawatts. Alors, le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources naturelles et l'inégalité dans l'accès de l'énergie sont de nombreux constats qu'on a pu recourir. Aujourd'hui, ça nous a poussé à revoir notre façon de consommer et de produire l'énergie. Alors, Negawatt est une association à but non lucratif qui a été créée en 2001. Et il nous propose de repenser notre vision de l'énergie en s'appuyant sur des démarches en 3 étapes. Donc la première, excusez-moi. Donc la première, c'est la sobriété. Donc cela consiste dans un premier temps à supprimer les gaspillages déraisonnables et coûteux à tous les niveaux. Elle s'appuie sur les responsabilisations de tous les acteurs, que ce soit du producteur aux citoyens. En deuxième étape, on retrouve l'efficacité. Donc, il sera important de réduire le plus possible les pertes en énergie lorsqu'on utilise ou transforme l'énergie. Donc, il est possible dès maintenant de réduire sa facture via des techniques existantes. Donc, on verra par la suite que les éco-gestes, ça rentre en vigueur, en passant par des éco-gestes, par exemple, et l'installation d'ampoules économes ou toujours dans le logement. En troisième étape, on a les énergies renouvelables. Donc ça, c'est ce qui arrive en tout dernier, une fois qu'on est passé par sobriété, efficacité. Donc les actions sobriété, efficacité nous permettent de réduire nos consommations d'énergie dans un premier temps. Et les énergies renouvelables permettent de répondre à nos besoins énergétiques tout en privilégiant les solutions les moins polluantes. Cela consiste à développer davantage des énergies telles que l'éolien, le solaire, le photovoltaïque ou bien d'autres énergies renouvelables. Donc du coup, la démarche Negawatt consiste donc à privilégier la réduction de nos énergies sur le développement des ressources d'énergie nouvelles. Voilà. Hop. Du coup, je passe la main à Pierre-Louis. Alors, dans les économies du quotidien, on va commencer par les économies d'eau. Alors, l'eau, effectivement, c'est quelque chose qu'on a tendance des fois à ne pas trop valoriser en France parce qu'on a une certaine abondance dans le pays. Malgré tout, c'est une ressource primordiale et on a parfois des épisodes de sécheresse, notamment dans le sud, qui font prendre conscience de l'importance de l'eau. On va essayer d'étudier un petit peu à travers 2 petites slides, quelques gestes du quotidien et quelques investissements peu chers qui vous permettent finalement de faire des économies d'eau. Et on va essayer de le voir à travers le prisme du scénario Negawatt, donc que Anaïs vient de vous présenter. Alors, il y a beaucoup de bon sens dans ces gestes simples. Éteindre son chauffe-eau ou sa chaudière pendant les vacances. Ça, c'est de la sobriété. C'est quelque chose qui va occasionner une moindre consommation d'énergie sans pour autant finalement impacter votre confort du quotidien. Effectivement, vous n'êtes pas là, votre chaudière ne tourne pas et ne chauffe pas, c'est du bon sens, elle n'a pas besoin de chauffer et votre confort n'est pas du tout impacté à ce niveau-là. Utiliser de préférence de l'eau froide pour les besoins courts, c'est également à voir sous le prisme de la sobriété, un petit peu dans la même veine. Pour ce qui est des fuites, on verra un petit peu plus tard dans la seconde slide, on détaillera un petit peu ces fuites d'eau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un robinet qui coule, c'est 117 € à l'année. Un filet d'eau, ça va être 450 € à l'année. Une chasse d'eau, ça va être près de 800 € à l'année. C'est des consommations énormes. On le verra par la suite. On a parlé de sobriété. Après, il y a de l'efficacité. L'efficacité, ça va être installer des systèmes qui permettent une moindre consommation, toujours à confort égal. Dans ce cadre-là, on a par exemple des réducteurs de débit, des mousseurs. En fait, ça va être des systèmes qui vont fractionner les gouttes d'eau et qui vont apporter un confort
identique, c'est-à-dire qu'on va avoir la sensation d'avoir un débit égal, alors qu'en réalité, on va avoir une consommation réduite de 30 à 50%. Alors, ces réducteurs de débit, ces mousseurs, ils s'adaptent sur toutes les robinetteries. On peut également les utiliser dans la douche et ainsi diviser sa consommation quasiment par un facteur 2. Un stop douche, les limitateurs de débit, les mitigeurs thermostatiques, c'est tous des équipements peu chers et qu'on peut utiliser au quotidien et qui vont nous permettre finalement de valoriser cette ressource qu'est l'eau. On a également je n'avais pas fini. On peut également isoler les canalisations et le ballon d'eau chaude. Ça va être de la sobriété. Et puis, dans la partie énergie renouvelable, le chauffe-eau solaire. Le chauffe-eau solaire, c'est un système très intéressant. On va pouvoir produire notre eau chaude sanitaire avec le rayonnement solaire. Donc, ça implique des panneaux solaires sur le toit. Ce ne sont pas des panneaux solaires photovoltaïques, hein. Donc, on n'a pas tout le problème inhérent aux panneaux solaires qui sont les matières rares, la recyclabilité. Là, c'est simplement des conduits d'eau qui passent dans un panneau et qui accumulent la chaleur du soleil dans notre tuyau d'eau. Et puis, donc, le saviez-vous, la température de votre ballon d'eau chaude doit être comprise entre 55 et 60 degrés. Plus, ça ne sert à rien. Moins, ça pourrait favoriser le développement de bactéries et l'entartrage des équipements. L'entartrage des équipements, voilà, c'est quelque chose à vérifier. Quand vos équipements s'entartrent, ils perdent en capacité. Et donc, on conseille également de faire détartrer votre ballon d'eau chaude de temps en temps. Et vous pourrez économiser pas mal d'énergie, jusqu'à 50% d'économie d'énergie sur votre production d'eau chaude sanitaire. Alors, les fuites. Les fuites, c'est un petit peu le plus gros levier que vous pouvez avoir sur vos économies d'eau avec la chasse d'eau, on va le voir. Les fuites, ça représente, pour un mince filet d'eau, vous avez 140 mètres cubes à peu près. Il faut savoir que la consommation moyenne d'un ménage, c'est de 120 mètres cubes à l'année, soit 450 € à peu près. Donc, vous voyez rapidement qu'une mince fuite, ça peut occasionner le doublement de votre consommation à l'année. C'est des chiffres assez importants. 140 mètres cubes, c'est 140 000 litres, hein, faut le rappeler. Donc, on parle de volume assez important. L'eau étant assez peu onéreuse, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai que c'est dommage de faire ces déperditions quand on a la possibilité de boucher ces fuites très, très facilement. Pour boucher ces fuites, pour d'abord savoir si on a des fuites, parce que c'est souvent ça le problème, il y a une solution qui est très simple et je vous invite à tous la faire ce soir si vous en avez l'occasion. Vous pouvez observer votre compteur d'eau ce soir avant d'aller vous coucher et vous le relevez également demain matin. S'il y a une différence, c'est que vous avez une fuite quelque part dans vos canalisations. Ce n'est pas plus compliqué que ça et ça peut vous permettre d'identifier ces fuites et de réduire, comme on l'a vu, grandement votre consommation d'eau. La chasse d'eau, c'est également un des gros points d'amélioration. Voilà, dans le petit encart, le saviez-vous, 40% de l'eau potable d'un foyer est utilisée dans les chasses d'eau. C'est un chiffre qui donne un petit peu le vertige. Alors, il est conseillé ici d'utiliser des toilettes sèches. Ce n'est pas forcément applicable pour tout le monde, mais il y a des petites solutions un petit peu malines. Il existe par exemple des chasses d'eau économes avec volume réduit et double commande, une pour les petits besoins, une pour une chasse d'eau plus forte. Donc ça va permettre certaines économies d'énergie. Et puis pour ceux qui ont des toilettes à l'ancienne, par exemple, vous pouvez mettre une bouteille d'eau remplie dans votre cuvette, enfin pas dans la cuvette, pardon, dans le réservoir d'eau. Et en fait, il y a un flotteur dans votre réservoir et l'eau arrête de rentrer dans le réservoir quand le flotteur est à un certain niveau. En mettant une bouteille d'eau remplie dans ce réservoir, vous allez court-circuiter le système et votre réservoir ne va pas se remplir il va se remplir jusqu'à la ligne de flottaison, mais vous allez économiser le volume de la bouteille d'eau en eau à chaque chasse d'eau. Donc, soit à peu près 1,5 litre selon la bouteille que vous mettez dans le réservoir. Donc, voilà toute une sorte de petit geste que vous pouvez utiliser au quotidien pour réduire votre consommation d'eau
Donc, si on fait une synthèse, les fuites, le plus important, essayez de regarder votre compteur d'eau le soir avant d'aller vous coucher et le matin, ou quand vous partez en vacances, c'est encore plus pertinent. Et puis, l'aspect chasse d'eau, si vous avez l'occasion de faire des économies, c'est là que les économies seront le plus pertinentes. Hop, du coup, je reprends la main sur le chauffage. Alors, il y a quelques éco-gestes qu'on peut faire avec le chauffage. Déjà, juste dans un premier temps, baisser la température de 1 degré. Juste là, ça suffit. Au-delà de 20 degrés, chaque degré que vous allez mettre en plus, c'est 7% en plus sur la facture. Donc, c'est pas négligeable. Alors évidemment, choisir de baisser la température chez soi de 1 voire 2 degrés est toujours gagnant. Est toujours de gagnant. Donc dans son logement bien isolé, on est confortable à peu près à 19 degrés dans les pièces de vie, en journée du coup, et 16 degrés la nuit dans les chambres. Mais c'est pas une règle absolue. Donc il y en a qui sont plus sensibles au froid que d'autres. Mais c'est une économie qu'on peut faire. On peut aussi équiper les radiateurs hydrauliques de vannes thermostatiques. Donc s'ils fonctionnent à l'eau chaude, donc le radiateur, vous pouvez les équiper de vannes thermostatiques. Elles vous permettent de régler directement la température pièce par pièce. Donc c'est une programmation pièce par pièce. En utilisant ces vannes thermostatiques, vous pouvez réduire votre facture de chauffage d'au moins entre 5 à 10%. Vous pouvez aussi utiliser un thermostat d'ambiance. Donc, pour ça, vous pouvez réduire votre facture environ à 15% en utilisant un thermostat d'ambiance qui doit être bien placé et bien programmé. On peut l'installer par exemple dans une pièce à vivre, donc le séjour, la salle à manger, et il permet de maintenir une température constante dans tout le logement. Hop. Alors, là, on va passer au chauffage hydraulique. Donc, par rapport au chauffage hydraulique, il faut penser aussi que, un entretien, une fois par an, c'est important pour pouvoir maintenir l'efficacité de la chaudière tout au long de sa vie. Alors l'efficacité de la chaudière peut baisser jusqu'à 50 si l'installation est mal entretenue ou mal réglée. Donc ça, c'est important. Faites vérifier l'efficacité de combustion de votre chaudière et effectuez régulièrement des réglages pour obtenir un rendement maximal. Ça, c'est important. Alors, c'est également nécessaire pour votre sécurité et c'est obligatoire tous les ans pour toutes les chaudières à combustion, donc que ce soit au gaz, au fioul ou au bois, même si le fioul va devenir une énergie beaucoup moins utilisée. Un entretien régulier du système de chauffage diminue de 5 la consommation d'énergie. Dans un réseau de chauffage hydraulique, on peut aussi penser à désembouer le circuit en question. Donc au fil du temps, votre tuyauterie va s'oxyder, donc ça c'est tout à fait normal, hein, et forme des boues avec des sels et des minéraux contenus dans l'eau du circuit d'eau, nuisant à la circulation et à la diffusion de la chaleur. Alors, il est important du coup, vous pouvez ainsi perdre jusqu'à 40 des performances du chauffage. Donc si on cumule l'entretien qui est mal fait et si on cumule aussi le désembouage, on perd quand même un gros rendement au niveau de l'efficacité de la chaudière. Hop. Donc là, j'ai passé au chauffage électrique. Donc là, pour le chauffage électrique, il faut penser de temps en temps à dépoussiérer les radiateurs. C'est assez important aussi. Que ce soit radiateur électrique ou même hydraulique, hein, dans les 2 cas, la poussière a tendance à brider les performances des émetteurs. Alors vous pouvez gagner jusqu'à 10 d'économie facilement. Ça, c'est un bon point. Et pour le chauffage électrique, vous pouvez placer des panneaux réfléchissants derrière les radiateurs, entre le mur et le radiateur. Alors ces panneaux permettent de renvoyer la chaleur émise dans la pièce au lieu qu'elle ne se dissipe dans le mur en question, dans le mur froid. Alors il faut faire attention, ces panneaux ne sont pas utilisés sur des murs isolés. Ils peuvent même créer des problèmes de condensation entre les murs et le panneau. Donc il faut faire attention
que quand vous avez quand même une bonne performance au niveau des murs, évitez d'utiliser ces panneaux réfléchissants. Vraiment, utilisez ce genre de panneau quand vous savez que l'isolation n'est pas performante. Voilà. Hop, le chauffage au bois. Alors, il faut utiliser du bois sec de plus de 2 ans. Donc ça, c'est important pour avoir un bon rendement au niveau de la flamme. Le bois de chauffage doit être sec, c'est-à-dire avec un taux d'humidité inférieur à 20%. Donc, à titre de comparaison, un bois qui vient d'être abattu est à 50% d'humidité. Donc, quand vous l'avez directement abattu, c'est pas la peine de le mettre directement dans le poêle, ça servira à rien. Vous aurez une mauvaise émission de la chaleur. Donc, attendez, prenez du temps à le faire sécher. Alors, brûler du bois humide baisse fortement le rendement énergétique, comme je disais, de votre système de chauffage et peut engendrer des risques de pollution d'air en plus. En deuxième point, pour le chauffage bois, alors utiliser son chauffage au bois à plein régime. Donc, pour prendre la consommation de bois la plus efficace possible, il vaut mieux utiliser sa cheminée fermée ou son poêle à plein régime pour disposer d'un bon rendement. Donc, ce n'est pas pour autant que vous allez consommer plus, c'est juste pour optimiser la performance du poêle ou de la cheminée. Et pour éviter de surchauffer la maison aussi. Mieux vaut mettre du bois petit à petit ou plus justement par rapport à vos besoins. Hop. Alors, même si ça ne suffit pas, donc tous ces petits éco-gestes, il y a une solution qui s'appelle l'isolation. Solution un peu radicale, mais c'est la solution qui marche le mieux en termes d'économie d'énergie. Donc, pourquoi isoler? Tout simplement parce que la chaleur, en fait, s'échappe par différents postes de travaux. Par exemple, le toit, qui est le premier poste par lequel va s'échapper la chaleur, donc jusqu'à 30%. La ventilation aussi, quand même, 20%. On ne le pense pas comme ça, mais c'est quand même un gros poste déperditif. Les murs, le sol et les fenêtres. Après, on a les ponts thermiques. Donc voilà, c'est assez important d'isoler le logement. Un logement bien isolé permet de limiter au plus les pertes de chaleur et ainsi réduire votre facture d'énergie. Voilà, donc c'est pour ça que quand vous avez des projets, ne commencez pas forcément par le chauffage quand c'est vraiment des besoins en termes d'économie d'énergie. Pensez aussi à l'isolation. C'est vraiment important. C'est là où on a le plus de pertes énergétiques. Voilà. Okay. Du coup, je vais reprendre sur les économies d'électricité. Alors du coup, première étape, c'est bien choisir vos appareils électroménagers. Vous devez réfléchir en premier à vos besoins, car si vous allez prendre du coup un appareil qui va être sous-dimensionné par rapport à vos besoins, il fonctionnera du coup à pleine puissance constamment et consommera donc plus d'énergie. Et à l'inverse aussi, si vous prenez du coup un appareil qui va être surdimensionné, ça détériorera également la machine qui du coup fonctionnera à bas régime. Soyez vigilants également à la consommation énergétique de l'appareil. C'est indiqué du coup en kilowattheure, donc kWh, sur l'étiquette énergétique. Ce sont du coup les étiquettes qui vont de A à G, avec un code couleur de vert pour les plus économes à rouge pour les plus énergivores. C'est maintenant obligatoire sur de nombreux électroménagers, du coup comme les réfrigérateurs, les lave-linges ou les fours. Il y a également d'autres indications qui peuvent vous aider dans votre choix de l'appareil, qui peuvent être indiquées comme la consommation en eau, les émissions de bruit ou alors l'efficacité de lavage pour les machines à laver. Pour vous y retrouver du coup dans tout ça, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle guidetop10.fr. C'est un comparateur du coup d'électroménager, de télévision et même des voitures. Du coup, vous choisissez ce que vous souhaitez du coup initialement acheter comme une machine à laver. Et vous verrez du coup, il vous les compare en fonction de la consommation énergétique qu'il a. Le site du coup est fait avec l'ADEME, donc l'Agence nationale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la Commission européenne et WWF, qui est la première organisation de protection de la nature. Donc c'est du coup un bon site sûr et neutre. Est-ce que tu peux passer du coup à la slide suivante? Merci. Alors, du coup, maintenant que vous avez choisi, on va dire, un bon lave-linge économe en énergie, il va falloir aussi du coup l'utiliser de manière économe.
Alors du coup, pour ça, ce qui est préconisé, c'est un peu du bon sens, c'est de faire du coup des machines bien remplies, plutôt que plusieurs petites machines. Vous consommerez moins d'eau et moins d'électricité du coup, pour la même quantité de vêtements lavés. Sachez aussi que du coup, en lavant à basse température, vous pouvez économiser jusqu'à 2 kWh par lavage. Et idéalement, utilisez aussi la fonction éco dès que c'est possible. Pour ce qui est du coup du séchage de votre linge, utilisez plutôt, évitez du coup les sèche-linges et mettez-le plus à l'air libre. Sachez que du coup, si vous le faites en été dans votre habitat, ça participe du coup au rafraîchissement de vos pièces, car du coup l'humidité du vêtement va s'évaporer et ça va rafraîchir du coup la pièce un petit peu quand même. Si vous utilisez quand même du coup des sèche-linges, essayez-les du coup à mi-temps minute, c'est ce qui est préconisé. Après, pour ce qui est du coup des machines à laver la vaisselle, son utilisation du coup va être plus économe en eau que si vous lavez du coup vous lavez à la main. Mais en revanche, bien sûr, du coup, vous allez utiliser plus d'électricité, c'est donc plus énergivore. C'est à vous de choisir du coup où est-ce que vous voulez économiser, soit en eau, soit en électricité. Il n'y a pas de solution miracle malheureusement. Dans tous les cas, pour tout ce genre de type de machine, mettez du coup la quantité de produits indiquée et utilisez aussi de préférence des recharges. Les recharges, c'est souvent moins cher. Et en plus, du coup, vous économisez sur le plastique et l'électricité qui est nécessaire du coup pour la fabrication de ces produits. Et bon à savoir aussi, du coup, si vous avez un chauffe-eau solaire et que vous envisagez d'acheter une nouvelle machine à laver, soyez vigilant car du coup, certains modèles permettent du coup un raccordement à l'eau chaude. Et du coup, ça permet à votre machine d'éviter de devoir la chauffer elle-même. C'est ce qui fait du coup, c'est ce qui se fait actuellement. L'eau arrive froide dans la machine et c'est à elle de la chauffer avec une résistance. Du coup, c'est par une résistance électrique, ce qui est très énergivore. Et c'est pour ça qu'on dit que du coup, une machine consomme 3 fois moins d'énergie quand elle lave à 30 plutôt qu'à 90. C'est bon pour moi. Pour ce qui va être du coup des réfrigérateurs et congélateurs, vous pouvez déjà commencer par ajuster leur température, donc en y plaçant du coup un thermomètre. Sachez que pour les réfrigérateurs, 4 degrés ça suffit amplement, et pour les congélateurs du coup ça va être moins 18 degrés. Quand vous mettez aussi des plats à l'intérieur, couvrez-les parce que du coup le dégagement de vapeur qui est créé par le plat peut créer du givre, ce qui est un peu dommage. Et idéalement, du coup, attendez aussi que votre plat soit à température ambiante avant de le mettre dans le frigidaire. Ça évite à la machine, du coup, d'utiliser de l'énergie pour abaisser la température, alors que ça peut être fait, du coup, de manière naturelle. Pour que ces appareils, du coup, fonctionnent au mieux, ils doivent absolument être étanches le plus possible. Pour vérifier si c'est bien le cas, du coup, à l'aide d'une feuille de papier, vous pouvez la coincer vous pouvez la mettre dans la porte, et si elle est facile à retirer, c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité. Donc, dans ce cas-là, le joint est à changer. Si elle tient bien, c'est qu'il n'y a pas de souci, l'étanchéité est respectée. Petit conseil aussi, on y pense vraiment, mais du coup, l'emplacement des appareils ne doit pas se faire que de manière esthétique. Idéalement, ils sont loin des sources de chaleur, comme les fours, les radiateurs, ou même les fenêtres quand elles sont plein sud dans notre région. Du coup, si vous avez la possibilité, même mettez du coup dans des pièces non chauffées comme votre cellier ou votre garage. Ça améliore du coup son fonctionnement, car du coup, il n'a pas du coup l'effet de chauffage qui peut être fait, et dans ce cas-là, il devrait produire plus d'énergie pour refroidir du coup le frigidaire. Concernant toujours l'emplacement, du coup, gardez du coup toujours un espace entre la grille qui se trouve derrière et le mur. C'est ce qui permet en fait au frigidaire de bien fonctionner. Il faut que du coup de l'air puisse passer derrière. Et surtout garder-la propre, ça permet aussi de garder un bon fonctionnement de cette grille-là. Toujours, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, prenez-les en fonction de vos besoins. On estime qu'il y a besoin d'une capacité de 100 litres pour une personne seule, et qu'il faut rajouter après 50 litres par personne. Donc pour un foyer de 4 personnes, vous avez besoin du coup d'un équipement de 250 litres en fait. Et là-dessus, pour l'étiquette énergétique, quand vous faites votre choix d'appareil, il est préconisé du coup d'en prendre un avec une étiquette supérieure à A, voire même A++, ça ce serait en fait l'idéal. Et attention parce que du coup il y a des nouveaux modèles qui sortent avec des appareils à froid ventilé.
Alors du coup, oui, ils répartissent mieux le froid dans le frigidaire, mais ils consomment 30% d'énergie de plus. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Pour vous aider, du coup, vous pouvez toujours aller sur le site guidetop10.fr qui vous sera de bonne indication. Et la petite info, du coup, le saviez-vous, les réfrigérateurs et congélateurs consomment jusqu'à 30% de votre consommation d'électricité. Donc, c'est un point à bien faire attention, en tout cas, sur ces appareils. Pour ce qui est, du coup, de la cuisson, un geste simple pour faire des économies, vous pouvez tout simplement du coup baisser la puissance de chaleur dès que vous êtes à ébullition lorsque vous faites chauffer de l'eau. Car que vous soyez à faible du coup ou à grosse ébullition, le temps de cuisson il sera le même. Donc autant le baisser et faire des économies là-dessus. Et faites chauffer aussi uniquement l'eau nécessaire. Quand vous faites chauffer des pâtes, 1 litre d'eau pour 100 g de pâtes, ça suffit. Et ne chauffez aussi que le contenant de votre tasse de thé lorsque vous allez en faire, soit dans une casserole ou même dans une bouilloire. En plus, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Donc, vous avez un gain de temps en plus supplémentaire. Bien sûr, sur du bon sens, placez du coup un couvercle sur vos casseroles. L'eau qui bout avec un couvercle utilise 4 fois moins d'énergie que s'il n'y avait pas de couvercle. Donc très important, du coup, simple, efficace, le petit couvercle au-dessus à chaque fois. Pour ceux qui ont des appareils autocuiseurs, la cuisson est plus rapide aussi. Vous pouvez du coup consommer moins d'énergie avec ces appareils-là. Et ceux qui ont un four qui vous propose le nettoyage à pyrolyse, c'est un nettoyage qui se fait à une température de 500 degrés. Donc, du coup, il est intéressant de le faire quand votre four est chaud, comme après une cuisson. Alors que si vous le faites avec un four froid, le four du coup devra chauffer de 0 à 500 degrés. Alors que s'il est déjà chaud, il n'y a plus qu'à chauffer de 200 à 500 degrés. Vous faites des économies aussi là-dessus. Pour ce qui est d'utilisation des micro-ondes, c'est déconseillé pour les grandes quantités et aussi pour la décongélation. C'est des modes qui sont très énergivores. Donc dans ces cas-là, il est préconisé du coup de se mettre directement sur une poêle ou dans une casserole pour chauffer vos aliments. Et bien sûr, du coup, vos poêles et casseroles, choisissez du coup idéalement à fond plat et de la même taille que vos plaques de cuisson. Comme ça, vous captez plus de chaleur. Si vous avez une petite poêle sur une énorme plaque de cuisson, en fait, surtout pour les plaques électriques, vous allez perdre en fait de l'énergie qui va servir à rien. En fait. Voilà pour la cuisson. Pour ce qui est du coup des appareils en mode veille, vous pouvez économiser là-dessus, par exemple en débranchant du coup votre chargeur de téléphone dès qu'ils sont chargés. Il y en a souvent qui laissent du coup leur téléphone branché même qu'ils sont chargés, alors que ça consomme en plus de l'énergie alors qu'il n'y a pas d'utilité en fait. C'est préconisé aussi d'utiliser les multiprises à interrupteurs. Comme ça, vous pouvez débrancher en un clic plusieurs appareils, c'est plus simple. Vous pouvez par exemple brancher la télé, la box internet et une lampe qui seront dans votre salon. Comme ça, d'un coup, avant de vous coucher, vous cliquez sur l'interrupteur et tout s'éteint rapidement. Vous pouvez aussi du coup éteindre vos écrans d'ordinateur, même pour le temps d'un café. Ça supporte très bien du coup les allumages et extinctions à répétition. Là-dessus, il n'y a pas de souci du tout. Pour tout ce qui va être achat, du coup, il y a des labels comme le label Energy Star. C'est une preuve du coup que l'appareil est plus économe à l'utilisation et même du coup en temps de veille, il va moins consommer. Point très très important du coup, éteignez votre box internet dès que c'est possible. Vous pouvez du coup facilement économiser le prix d'un mois d'abonnement en éteignant votre box. Et en plus du coup, si vous l'éteignez avant d'aller vous coucher, vous êtes sûr qu'au moins vos enfants ne vont pas traîner sur internet jusqu'à pas d'heure. Donc du coup, vous avez 2 bénéfices en un qui s'ajoutent là-dessus. Et du coup, dernier point qui concerne l'éclairage. Là-dessus, pour économiser déjà, vous pouvez utiliser la lumière naturelle le plus possible. Du coup, en ouvrant vos volets simples et basiques et en évitant du coup les rideaux aussi trop occultants sur vos fenêtres. Comme ça, il y a plus de lumière naturelle qui peut rentrer. Éteignez bien évidemment les pièces inoccupées. La lumière du couloir, en général, il n'y a pas besoin de l'allumer. C'est un espace où il n'y a que du passage et vous connaissez en plus très bien les lieux où
n'y a pas de passage secret qui va arriver quand vous allez allumer la lumière, donc vous pouvez rapidement l'éteindre. La solution aussi de multiplier du coup les points lumineux, comme ça, par exemple, si vous êtes dans votre salon en train de lire, vous pouvez tout simplement allumer juste la petite lumière d'appoint sans allumer la grande. Ça vous suffira largement. Pensez du coup sur les lumières à dépoussiérer vos ampoules. Ça permet du coup de ne pas assombrir la lumière qu'elles produisent. Donc ça va faire au moins un minima une fois par an. Comme ça, vous pouvez garder du coup la clarté de l'ampoule qu'elle produit. Et pour votre confort, surtout, pensez à ne pas mettre du coup des câbles près de vos têtes pour éviter les champs électriques, particulièrement quand vous dormez. Donc du coup, faites attention aux câbles de lampe de chevet ou les téléphones portables, qu'ils soient en charge ou juste posés près de vous, allumés ou même pire du coup en mode avion. Il faudrait qu'à minima, il soit du coup à plus de 160 cm de vos têtes pour qu'il n'y ait pas de souci là-dessus. Pour ce qui est du coup des achats, choisissez du coup les ampoules basse consommation bien sûr et de qualité. Maintenant, elles ont les temps d'allumage réduits et sont adaptées aux allumages fréquents. Et bien sûr, du coup, évitez celles qui vont être à bas prix, qui du coup, de 1, ont une étiquette énergétique plus basse, donc de B, et non pas A ou A+, comme vous pouvez trouver. Qui en plus, vous prenez les risques aussi qu'elles ne durent pas dans le temps. Donc en fait, vous allez acheter moins cher, mais plus souvent, donc vous n'allez pas forcément faire d'économie. Les tubes en U aussi sont les plus performants actuellement. Donc voilà pour les petits gestes économes. Et je voulais faire du coup un petit rappel avant qu'on passe du coup à la présentation de la mallette par Anaïs. Les éco-gestes qu'on vous a listés, du coup, ont pour but principal de vous faire économiser de l'argent en fait sur vos factures. Le gain environnemental, lui, il sera que minime, même si tout le monde s'y mettrait, il n'y a pas grand-chose qui changerait. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais plutôt qu'il faudrait des gestes bien plus conséquents pour améliorer le climat. Mais voilà, au moins vous économiserez de l'argent en faisant tous ces petits éco-gestes. Je te laisse du coup, Anaïs, continuer. Merci pour cette présentation. Du coup, je passe à la mallette économe. Donc, actuellement, la LEC met à votre disposition cette mallette, vous permettant de mesurer vos consommations en eau et en électricité, et également de pouvoir aussi tester des petits produits économes. La mallette économe est composée d'appareils de mesure et de produits économes à tester avec le mode d'emploi. Donc là, vous voyez, on peut retrouver les différents comment dire, produits économes. Donc le thermomètre mural qu'on peut utiliser directement pour connaître la température du mur. Le demi-mètre pour savoir combien d'eau s'écoule de votre robinet. Une ampoule à LED, une ampoule fluo compacte, un thermomètre à eau. Donc ça à utiliser quand vous mettez l'eau chaude à fond pour savoir à combien l'eau sort de votre robinet, sachant qu'une eau entre 60 et 50 degrés est suffisante. Donc vous pourrez baisser, si nécessaire, le cumulus, enfin la puissance du cumulus. Après, vous avez le wattmètre. Donc ça, objet basique, c'est pour mesurer la consommation d'énergie de chaque appareil que vous pouvez retrouver chez vous, donc télé, frigo, ordinateur, et même des fois ça calcule pour les veilles pour les télés. C'est intéressant de voir combien ça vous coûte de laisser une veille allumée. Vous avez l'indicateur de qualité d'air. Donc ça, c'est vraiment utile comme équipement. Vous le placez dans une pièce et cet indicateur en fait a 3 voyants, donc du vert jusqu'au rouge, et pour vous dire la qualité de votre air. Donc si du coup il est au rouge, il est on va dire la qualité de l'air est un peu critique. Donc c'est là où il faut penser à ouvrir au moins 5 minutes les fenêtres de votre maison ou appartement. Et du coup, on retrouve en dernier équipement, donc la douchette. Donc là, c'est quelque chose d'assez ludique. C'est très bien pour voir un peu vos consommations d'eau par douche. Donc elle vous donne la puissance qu'il a fallu pour pouvoir chauffer l'eau.
il vous classe aussi dans une étiquette énergétique si vous êtes un citoyen qui consomme très peu ou un citoyen qui consomme pas mal d'eau, donc énergivore. Et ça, c'est pas mal. Bon, c'est très ludique pour vous et même pour les enfants. Voilà. Donc du coup, il y a possibilité de l'emprunter. Bon, actuellement, avec le confinement, on ne peut pas vous la laisser. Donc après confinement, vous pouvez à l'adresse ci-dessous, donc info-énergie@alec-mm.fr, vous pourrez faire une demande pour pouvoir l'emprunter. Donc l'emprunt est gratuit du coup. Voilà, donc moi j'ai fini de vous présenter la partie de la mallette. Hop. Voilà, merci pour votre attention. Si je dois, vous avez nos contacts, donc l'adresse mail et le numéro de téléphone donc de la Maison Énergie et également de l'ALEC. Donc pour répondre à vos questions, que ce soit sur ce thème des éco-gestes ou également pour vos projets de rénovation énergétique.